Jeudi 2 février 2023, je présentais une conférence à la mairie du 5e arrondissement de Paris sur le glyphosate à la demande de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Et subitement, voilà ce qui est arrivé. Publique. Pourquoi vous ne restez pas pour le débat? Pourquoi vous ne laissez pas parler? Nous avons qui finance ça. Je suis révoltée d'entendre ça ici. Pourquoi vous ne laissez pas parler? Parce que Pourquoi vous ne restez pas pour le débat? Mais Vous restez pour le débat, madame? je ne reste pas pour le débat. Et pourquoi? Laissez la conférence. Criminel. Vous refusez que la conférence poursuive? Je souhaiterais que la conférence s'arrête. Vous souhaitez ou vous l'imposez? Mais je n'impose rien, monsieur. Alors- J'exerce mon droit de citoyenne. Non, Mon droit de non. scientifique. Mon droit de scientifique. Alors asseyez-vous, madame, asseyez-vous, écoutez la conférence et posez des questions, intervenez à la fin. Donc vous voulez interdire la conférence? Les seules conférences qui sont autorisées, c'est les vôtres. Il n'y a que vous qui avez le droit de parler. Alors laissez la conférence se faire, madame. En tant que scientifique, Mais- je refuse que la science soit traitée de C'est cette pas en tant que façon par les scientifique que vous personnes refusez, c'est en tant que citoyenne que vous refusez que d'autres citoyens s'expriment. Vous vous en doutez, cette conférence ne s'est pas passée tout à fait comme je l'aurais voulu. Euh, j'ai essayé de regagner le temps perdu par rapport aux interruptions qui ont eu lieu en accélérant mon débit de parole au risque parfois de perdre mon souffle, mais surtout ça a enlevé beaucoup d'informations de contexte que j'aurais voulu donner sur chaque planche. Et puis aussi, ma progression, mon raisonnement logique a été brisé puisque j'ai pas pu terminer ma présentation et en particulier, je n'ai pas pu formuler la conclusion qui remettait les informations que je donnais en contexte. Donc je trouve ça dommage et je vous propose de vérifier par vous-même aujourd'hui si ce que dit cette dame est vrai, à savoir que je dis des sottises, mon discours est dangereux et il est même criminel. Et donc, est-ce que ce discours a sa place dans notre démocratie ou pas, tout simplement? Eh bien, restez, on va voir ça ensemble. Bonjour à vous qui êtes restés. Je suis Hervé Lebars, membre de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Je suis aussi membre du comité de rédaction de la revue de l'AFIS qui s'appelle Sciences et Pseudosciences et qui est une revue trimestrielle. Voici le dernier numéro avec un dossier sur les Français et la science. Je vous recommande chaudement de vous abonner à cette revue, excellente, bien entendu. Mais aujourd'hui, on va parler du glyphosate. Je vais vous parler d'agronomie, de santé et d'environnement. Je ne pourrai pas restituer au mot près ce que j'ai dit pendant la conférence, car rien n'est scripté, ni ce que je dis maintenant, ni ce que j'ai dit pendant la conférence. En revanche, l'intervenant est le même, l'intention est la même, les planches sont les mêmes. La différence, ce sera les interruptions. Et ce sera aussi le calme et puis la sérénité que je n'avais pas du tout pendant la présentation. Allons-y. Le premier herbicide à base de glyphosate a été mis sur le marché par la société Monsanto en 1974. Depuis, l'usage des herbicides à base de glyphosate n'a cessé d'augmenter à travers le monde. C'est aujourd'hui l'herbicide le plus utilisé au monde, y compris en France. En 1995, des plantes cultivables tolérant le glyphosate ont été mises sur le marché, mais elles ne sont pas utilisées en France, donc je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Vers les années 2000, les produits génériques sont arrivés sur le marché lorsque les brevets de Monsanto ont tous expiré. Ça a augmenté l'usage encore du glyphosate. Et en 2023, vers fin 2023, il va y avoir un vote dans l'Union européenne pour ou contre la prolongation du glyphosate. À cette occasion, vous allez avoir beaucoup de polémiques qui vont fleurir, des fausses informations qui vont circuler. Et j'espère que cette présentation vous permettra d'affiner votre esprit critique sur ce sujet. Ici, je vous présente les formulations herbicides à base de glyphosate. Il ne faut pas confondre la formulation herbicide avec le principe actif lui-même. Dans une formulation herbicide, vous avez trois ingrédients. Vous avez le solvant, qui est de l'eau, qui peut être absent si le produit est déshydraté, auquel cas c'est l'utilisateur qui va diluer lui-même dans l'eau. Vous avez un ingrédient actif qui n'est pas du glyphosate, qui est
un sel de glyphosate. Un sel, c'est l'association de deux molécules qui sont liées par une liaison ionique. Et ça va permettre en fait au produit de bien mieux se diluer dans l'eau. Donc les trois sortes de sels qu'on trouve dans les formulations herbicides à base de glyphosate sont en premier lieu le plus souvent un sel d'isopropylamine de glyphosate, mais il y a aussi des sels de potassium de glyphosate et des sels d'ammonium de glyphosate. Enfin, vous avez le coformulant qui est un agent mouillant, c'est-à-dire qui apporte une fonction mouillante au produit. Cet agent mouillant est en fait chimiquement, c'est un tensioactif. Les Anglais disent a surfactant. Les agents tensioactifs, vous connaissez tous, vous en utilisez tous les jours. C'est toutes les crèmes lavantes, les savons, les gels douche, les shampoings, euh, les liquides vaisselle, la lessive, les détergents, mais aussi des additifs alimentaires qui sont utilisés comme les agents émulsifiants. Voilà. Maintenant, Jamy va vous présenter les agents mouillants. Avec du savon, une goutte d'eau s'étale davantage. L'eau va pénétrer beaucoup plus facilement entre les fibres et les taches. On dit alors que le savon augmente le pouvoir mouillant de l'eau parce qu'il l'entraîne là où elle ne voudrait pas mettre les pieds. Lorsque de l'eau se trouve à la surface d'une feuille, elle forme des gouttelettes à cause de la tension superficielle, mais si on ajoute un agent mouillant, c'est-à-dire un agent tensioactif, l'eau va s'étaler beaucoup plus sur la feuille, ce qui va permettre aux produits que l'on a rajoutés à l'eau, ça peut être des solutions nourrissantes ou des médicaments ou des solutions herbicides, de bien mieux pénétrer à l'intérieur de la plante par voie foliaire. Voici la composition du premier Roundup qui a été mis sur le marché par Monsanto en 1974. Donc il y avait de l'eau 43%, du sel d'isopropylamine de glyphosate 41%, et l'agent mouillant, c'était ce qu'on désigne par le sigle POEA. C'est un amine de suif polyéthoxylé. C'est un agent mouillant assez ancien, utilisé pas seulement dans des herbicides ou dans des pesticides, mais dans beaucoup de produits qui ont besoin d'une fonction mouillante. C'est fabriqué à partir de la graisse de mouton. Donc vous avez la molécule pour les chimistes qui voudraient s'intéresser à cette molécule typique d'un agent tensioactif en fait. Les agents tensioactifs ne sont pas des produits anodins, ce sont des produits qui peuvent être toxiques si vous les ingérez. C'est pour ça qu'on vous recommande de ne pas boire du liquide vaisselle ou de la lessive. D'autre part, ils peuvent être très irritants pour les muqueuses. Si vous vous êtes mis déjà du savon dans les yeux, vous avez compris. Mais en plus, ils peuvent avoir une toxicité pour les organismes aquatiques. C'est pour ça qu'on vous déconseille de laver votre voiture sur le trottoir, mais qu'on vous dit d'aller la laver dans un centre de lavage qui récupère les eaux. Et d'ailleurs, à ce propos, les POEA ont été interdits en France depuis 2016 dans les préparations herbicides parce qu'ils ont été jugés justement trop toxiques à la fois à l'ingestion, trop irritants pour les muqueuses et aussi trop toxiques pour la faune aquatique. Et donc depuis, dans les formulations herbicides à base de glyphosate qui sont utilisées en France, ailleurs dans le monde, on continue à utiliser les POEA, mais en France, on utilise d'autres agents mouillants réputés moins toxiques, moins écotoxiques, comme ceux qui sont marqués sur cette planche, qui sont en particulier dans le Roundup Ultramax et plus exactement dans la formulation de référence qu'on appelle Monsanto 52-276. Je ne vais pas vous présenter tous les Roundup qui existent, le GT+, le Weather Max et d'autres, mais je voulais vous présenter celui-là, le Roundup Custom, qui a la particularité de ne pas avoir de coformulant. Donc il n'y a pas d'agent mouillant dans celui-là. Il y a simplement du sel d'isopropylamine de glyphosate pour 53,8% de la masse et de l'eau pour 46,2% de la masse. Une dernière formulation herbicide, celle-ci ne contient pas d'eau, donc c'est une sorte de poudre à diluer dans l'eau. Et surtout, elle a la particularité de contenir trois principes actifs herbicides, c'est-à-dire qu'il y a le glyphosate, mais il y a aussi le diflufénicanil et l'oxadiazon. La raison, c'est que
le glyphosate, pour avoir son action herbicide, il est obligé de pénétrer par les feuilles. Une fois que le glyphosate est au sol ou incorporé dans la terre, il n'a plus d'action herbicide. Et donc, quand vous désherbez une allée, vous voulez peut-être une action longue durée anti-germinative que le glyphosate ne peut pas assurer. Donc, ce sont d'autres herbicides comme le diflufénicant ou l'oxadiazon qui vont jouer ce rôle anti-germinatif. Alors, le fait que le glyphosate ait une pénétration uniquement foliaire, ça a un intérêt en agriculture, c'est-à-dire qu'après avoir désherbé une parcelle au glyphosate, une fois que les plantes adventices ont été éliminées, vous pouvez ressemer assez rapidement après. Le glyphosate incorporé au sol n'empêchera pas votre plante de pousser. Voilà. Je vais vous parler maintenant des usages du glyphosate en France. Alors, premier quiz dans cette planche, est-ce que vous êtes capable de reconnaître un usage du glyphosate? Bon, c'était un peu facile, donc on va passer très vite à la suite. Avant de vous parler des usages autorisés aujourd'hui en France du glyphosate, je vais vous parler des usages retirés, c'est-à-dire les usages qui étaient autorisés auparavant et qui ne le sont plus. Auparavant, vous pouviez désherber des trottoirs, les allées, les jardins, les voiries, les chemins de fer, toutes sortes d'endroits, terrains de sport, avec du glyphosate. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. De fait, ce qui reste autorisé aujourd'hui, c'est seulement des usages du glyphosate en agriculture. Partout ailleurs, c'est interdit et c'est dû à la loi Labbé du 6 février 2014 qui s'est déployée progressivement et qui interdit tous ces usages. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter mon second quiz, un peu plus compliqué que le premier. Je vais vous lire un extrait de la loi Labbé et vous allez me dire ce qui cloche. Les produits phytopharmaceutiques, c'est-à-dire les pesticides, c'est synonyme, sont interdits, à l'exception, petit 1, des produits de biocontrôle, petit 2, des produits utilisables en agriculture biologique, petit 3, des produits à faible risque. Point. Alors, qu'est-ce qui cloche? Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. Bon, moi, personnellement, je n'aurais pas rédigé cette loi comme ça. J'aurais dit simplement, les produits pesticides sont interdits, à l'exception des produits à faible risque. Point. C'est-à-dire qu'on fixe un niveau de risque maximum. Tous ceux qui sont plus risqués que ça, on les interdit. Tous ceux qui sont moins risqués que ça, considérés donc à faible risque, on les autorise. Pour moi, c'est simple, direct, cohérent. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Joël Labbé. Il a rajouté des exceptions qui sont des produits qui ne sont pas à faible risque. Sinon, il n'y aurait pas besoin de rajouter en exception. Comprenez? Si c'était des produits à faible risque, la loi resterait dans ma formulation. Mais il a rajouté les produits de biocontrôle, donc un certain nombre de pesticides qui sont dans la liste des produits de biocontrôle, et d'autres pesticides qui sont utilisables en agriculture biologique. Il les a rajoutés en exception, qui sont autorisés même s'ils ne sont pas à faible risque. D'ailleurs, de fait, si vous consultez la liste des produits de biocontrôle, il y a effectivement une mention qui dit ce produit est-il à faible risque et vous vous rendez compte que de l'ordre de 10% des produits utilisables en biocontrôle sont jugés à faible risque, selon les critères d'aujourd'hui. Donc ma question c'est pourquoi rajouter des pesticides qui ne sont pas à faible risque en tant qu'exception dans cette loi? Moi je ne me l'explique pas. Et d'ailleurs c'est quelque chose que vous retrouvez vous vous souvenez, les arrêtés anti-pesticides qui ont été pris par certains maires qui ont défrayé la chronique, des maires qui ont dit sur ma commune, on ne peut plus utiliser les pesticides. Si vous allez regarder ces arrêtés, vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai. On peut utiliser les pesticides à condition qu'ils soient utilisables en agriculture biologique. C'est la même exception qu'on retrouve un peu partout. Et pour moi, de deux choses une, soit ils sont à faible risque, soit ils ne le sont pas. Et s'ils ne sont pas à faible risque, pour moi, il n'est pas justifié de les autoriser. Et s'ils sont à faible risque, ils peuvent être utilisés. Il n'y a pas de raison d'aller faire des mentions particulières pour ces produits-là, de mon point de vue. Qu'est-ce qu'un produit de biocontrôle? Alors, ceci est défini dans les articles L253-5 et L253-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Une première condition pour un pesticide pour être qualifié en tant que produit de biocontrôle, c'est de ne pas être trop dangereux quelque part, c'est-à-dire de ne pas porter une des mentions de danger qui sont marquées en rouge sur cette slide. Les mentions de danger commencent par H comme hazard en anglais qui signifie danger. Et donc par exemple, H350, ça signifie peut provoquer le cancer. H351, c'est susceptible de provoquer le cancer. En fait, c'est la catégorie 2, c'est-à-dire un peu moins grave que la catégorie 1, mais ça concerne le cancer. H360, c'est la reprotoxicité, c'est-à-dire la toxicité soit pour les organes reproducteurs, qui provoque une stérilité par exemple, et la toxicité développementale, c'est-à-dire pour le développement de l'embryon, du fœtus, donc la tératogénicité, on dit aussi. Ça va être dans H360, etc. Pour l'environnement, par exemple, vous avez H410 ici, qui signifie très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme. Voilà. Donc, les mentions de danger sont définies par un organisme européen, une agence de sécurité sanitaire européenne, qui s'appelle l'Agence européenne des produits chimiques. Son petit nom, c'est ECHA. Et donc, on peut se dire, dans un premier temps, que si le glyphosate a été interdit et n'est pas qualifié en tant que produit de biocontrôle, c'est parce que peut-être il porte une de ces mentions de danger. Et en fait, non, puisqu'on regarde les mentions de danger attribuées par l'ECHA au glyphosate, on voit qu'il y a H318, H411, et ils ne sont pas dans la liste. D'ailleurs, il existe des produits de biocontrôle qui portent H318 ou qui portent H411 et qui sont autorisés en produits de biocontrôle. Donc, de fait, ce n'est pas à cause de cette limitation de danger que le glyphosate a été exclu, ne figure pas dans la liste des produits de biocontrôle. C'est pour d'autres raisons. Alors, pourquoi le glyphosate n'est pas classé dans les produits de biocontrôle? Vous trouvez l'explication dans le Code rural et de la pêche maritime, donc la loi française. Et c'est expliqué ici que les produits phytopharmaceutiques, les pesticides qui peuvent être autorisés dans les produits de biocontrôle doivent contenir des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Donc le glyphosate n'est pas considéré comme une substance naturelle, il a été synthétisé par des chimistes dans les années 50. Donc du coup, c'est pour cette raison qu'il ne peut pas être qualifié en tant que produit de biocontrôle. Le glyphosate ne peut pas non plus être utilisé en agriculture biologique, notamment à cause de ce règlement du Parlement européen et du Conseil 2018-848, qui définit dans son article 5, principes généraux, que les intrants extérieurs, les pesticides font partie des intrants extérieurs, doivent obligatoirement être des substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles. Alors, pour substances naturelles, on a déjà vu ça à la slide d'avant, le glyphosate n'est pas considéré comme une substance naturelle. En revanche, substance dérivée de substances naturelles, vous pourriez avoir un doute. Parce que, en effet, pour fabriquer un produit, quel qu'il soit, que ce soit le glyphosate ou autre chose, on va toujours partir de choses qu'on trouve dans l'environnement, les ingrédients de départ, de la recette en quelque sorte. Et donc, on pourrait dire, vu que le glyphosate, on utilise par exemple de la glycine qui est un acide aminé constituant des protéines de tous les organismes vivants, on pourrait se dire, ça vient de la nature, donc c'est dérivé de substances naturelles. Mais non, en fait non, parce que dans cette notion de dérivé de substances naturelles, les transformations chimiques sont exclues. Il ne doit pas y avoir de réaction chimique. Et donc, ça fait que rien qu'en vertu de cet article principe général, le glyphosate, il n'y a aucune chance qu'il puisse être utilisé en agriculture biologique. Pour ceux qui veulent comprendre un peu plus dans les détails ces choses-là, je vous ai mis ici un extrait du règlement 2018-848 du Parlement européen et du Conseil, ce même règlement qui définit le bio au niveau européen. Et il est précisé ici que les substances chimiques de synthèse ne peuvent pas être autorisées en bio.
Les substances chimiques de synthèse, ce sont des substances qui ont été obtenues par génie chimique, c'est-à-dire par une succession de réactions chimiques réalisées en laboratoire. Cela dit, ça peut paraître contradictoire, mais en fait pas tout à fait. Euh, il existe un grand nombre de substances qui ont été obtenues par synthèse chimique et qui sont utilisées en agriculture bio. C'est parce qu'il y a des détails à connaître en plus, c'est que on peut autoriser en bio une substance qui a été obtenue par génie chimique, par une succession de réactions chimiques réalisées en laboratoire, à condition que la substance finale obtenue soit strictement identique à une substance naturelle. C'est-à-dire que vous pouvez resynthétiser des substances qui existent dans la nature. C'est autorisé. Ceci conclut mon chapitre sur les usages non agricoles du glyphosate, qui sont donc tous interdits. J'en profite pour tenir un propos un peu plus politique, donner mon avis personnel sur cette loi Labbé. Je pense personnellement qu'il est très sain d'interdire toute une panoplie de produits qui étaient autorisés jusque-là pour leur usage par des non-professionnels, par des particuliers, en réalité par n'importe qui, des gens qui ne sont pas formés, qui ne prennent pas les précautions nécessaires et surtout dont on ne peut pas du tout contrôler l'usage des pesticides. Donc finalement, je trouve que le résultat, qui est l'interdiction d'une large variété de produits, est plutôt positif. Je suis favorable à ça. Je regrette en revanche que des critères de naturel versus non naturel soient utilisés pour discriminer entre les substances autorisées et celles qui ne doivent pas l'être. Je pense que ces critères-là n'ont pas de pertinence environnementale ou sanitaire. Je préférerais grandement qu'on se base sur des critères de toxicologie ou d'écotoxicologie pour autoriser ou interdire les substances. Ce serait ça mon bémol sur cette loi. Maintenant, je vais vous parler des usages agricoles du glyphosate en France. Alors, c'est beaucoup plus important à mes yeux parce que ça concerne notre alimentation et pas des trottoirs ou des allées un peu salies. Et d'autre part, il faut savoir que les agriculteurs passent des licences d'utilisation pour les pesticides, ils passent un permis si vous voulez. Et d'autre part, l'usage qu'ils font des pesticides est contrôlé. C'est plus facile de contrôler un certain nombre d'agriculteurs que tous les particuliers de France. Voilà. Pour vous parler des usages agricoles du glyphosate en France, je me suis passé principalement sur un rapport de l'INRA, l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement. Ce rapport datant de 2020 s'intitule Alternative au glyphosate en grande culture. Et dans ce rapport, on a ce tableau qui permet de savoir où est utilisé le glyphosate dans l'agriculture en France. L'INRA a séparé en 5 catégories de cultures. Il y a les grandes cultures. Là, vous allez trouver le blé qui va faire le pain, les pâtes, le maïs, les colzas, tournesols qui permettent de faire des huiles, euh, les pommes de terre qui font pour les frites et autres, les purées. Vous avez aussi la betterave à sucre dont on parle beaucoup en ce moment, et puis beaucoup d'autres, les lentilles. Bon, bref, c'est une grande part de notre alimentation. Ensuite, vous avez les prairies, c'est surtout pour des productions animales. L'arboriculture, c'est les arbres fruitiers. La vigne, c'est pour faire des alcools, hein. Il paraît qu'il y en a qui en boivent. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Et les légumes, enfin, qui sont une catégorie à part. Ce qu'on voit dans la première colonne, c'est que 70% des vignes sont traitées au glyphosate en moyenne annuelle, hein. 70% des surfaces de vignes sont traitées au glyphosate en moyenne annuelle. Et 68% en arboriculture, c'est-à-dire c'est la vigne et l'arboriculture qui sont les plus gros usagers de glyphosate. Mais quand on se reporte à la dernière colonne, qui est la quantité totale de glyphosate utilisée, on se rend compte que c'est en grande culture que 75% du glyphosate est utilisé. Donc finalement, l'essentiel du glyphosate qui est déversé sur la terre de notre pays, c'est dans les grandes cultures.
Parce que certes, ils n'ont que 19% des surfaces traitées en moyenne annuelle, mais comme ils ont beaucoup plus de surface, bah, ça fait beaucoup plus de glyphosate finalement. Et donc, je vais vous parler essentiellement des grandes cultures dans cette présentation. Je suppose que vous avez tous joué à souffler sur un pissenlit quand vous étiez enfant, ou alors à lancer des petits hélicoptères qui sont produits par certains arbres et les voir s'envoler. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez bien tort. Et puis si vous l'avez fait, vous savez que les plantes sont très douées pour essayer de disséminer leurs graines un peu partout. De ce fait, vous comprendrez aisément que dans un champ comme celui-ci, qui a été récolté, où la terre est quasiment à nu, vous avez un très grand nombre de plantes indésirables qui vont en profiter pour venir s'installer, car la place est bonne et elle est à prendre. Et donc, avant de pouvoir semer une nouvelle culture, l'agriculteur doit se débarrasser de ces plantes dites adventices qui vont concurrencer sa culture. C'est ce qu'on appelle l'usage du glyphosate ou le désherbage en interculture. Ici, vous voyez un exemple typique. En jaune, vous voyez les restes, les pailles de la précédente culture qui a été récoltée. En vert, je ne sais pas s'il s'agit de plantes adventices ou de repousses de la précédente culture, mais dans tous les cas, si vous voulez faire une rotation de culture et mettre une autre culture derrière celle-ci, il va falloir s'en débarrasser avant de semer la prochaine culture. Sur cette planche, je vous ai mis l'ensemble des substances actives herbicides qui sont actuellement autorisées en France en ce début 2023. Alors, je précise, ce ne sont pas les formulations Roundup, Max, Ultra, Plus, je ne sais pas quoi, vous en auriez beaucoup plus. Ce ne sont pas non plus toutes les substances actives pesticides, c'est-à-dire qui incluent les insecticides, les nématicides, les acaricides, etc., les fongicides. Non, non, là c'est uniquement substances actives herbicides. Donc le glyphosate est l'une d'elles. Vous voyez en milieu de colonne tout en haut, vous avez le glyphosate. Et vous en avez en tout une centaine qui sont utilisables en France aujourd'hui. Alors, si j'ai mis ça, c'est déjà pour mettre le glyphosate un peu dans son contexte, que vous compreniez un peu mieux son rôle dans ce tableau. Mais je m'attends à ce que vous soyez un peu surpris et que vous disiez, ah bon, tant que ça, elles sont principalement utilisées en agriculture. Il y a vraiment besoin de 100 substances actives herbicides. Pourquoi bon, qu'on en ait une ou deux, trois pour varier, pourquoi pas, mais pourquoi 100? Ça vous paraît pas étrange? Enfin, moi, au départ, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bah, quand même, ça fait un peu beaucoup, non? Et en fait, j'ai compris finalement la raison de cette grande variété d'herbicides. C'est que contrairement au glyphosate, qui est un herbicide total, c'est-à-dire que toutes les plantes meurent au contact du glyphosate parce que le glyphosate touche un mécanisme qui est commun à toutes les plantes, qui n'existe pas chez les humains, mais qui est commun à toutes les plantes. Donc, il va cibler toutes les plantes. En revanche, les autres herbicides que vous avez là, ils sont plus ciblés. Ils vont cibler seulement certaines catégories de plantes et ils ne vont pas tuer les autres. Et ça a un intérêt en agriculture, c'est que ça permet de désherber ce qu'on appelle en post-levée, c'est-à-dire après que la culture ait commencé à pousser. Lorsque vous voulez utiliser un herbicide en post-levée, il est important que l'herbicide ne cible pas la culture que vous voulez bien sûr préserver, mais que l'herbicide cible les adventices, les plantes adventices que vous voyez se développer dans votre champ et qui font concurrence à votre culture. Et donc pour ça, il va falloir utiliser le bon herbicide qui va avoir cette double propriété d'épargner votre culture et de ne pas épargner, de tuer les plantes indésirables. Et c'est pour ça qu'en fonction de votre type de culture et du type d'adventice que vous avez dans votre champ, vous allez avoir un choix assez large d'herbicides utilisables en post-levée, contrairement au glyphosate qui est utilisé exclusivement en interculture en France. Cela dit, ne pas perdre des yeux que le glyphosate est malgré tout la substance active la plus utilisée
et elle représente à elle seule un peu moins de 30% de l'ensemble de la masse de substances actives utilisées en France chaque année. Donc le glyphosate seul, c'est 30%, les autres, c'est un peu plus de 70%. J'aborde ici en images les principales alternatives à l'usage du glyphosate pour le désherbage. En haut à gauche, vous avez le passage de rouleau qui consiste à écraser la végétation pour la tuer. Alors cela va tuer certaines plantes sensibles, mais bien entendu les plantes vivaces qui sont capables de se régénérer à partir de la partie souterraine, que ce soit une racine, un rhizome, un bulbe, elles vont repartir tout de suite, elles ne vont pas du tout être éliminées par cette technique. Vous pouvez aussi broyer la végétation, ça revient un peu au même que passer le rouleau, mais ça reste au-dessus du sol. Ensuite, vous avez les trois autres images qui correspondent à un travail du sol superficiel. Là, on va travailler un peu plus profondément, on va aller jusqu'à 15 cm avec soit des roues dentées qui tournent assez rapidement, soit des griffes. Et donc, ça va éliminer les plantes tuer les plantes dans un espace d'une quinzaine de centimètres. Mais encore une fois, celles qui sont implantées plus profondément peuvent résister. L'efficacité n'est pas bien sûr à 100%. Ici, je vous montre un désherbage mécanique profond, c'est ce qu'on appelle le labour. Ça consiste à retourner, en passant des lames dans le sol, retourner une couche de terre assez épaisse de plusieurs dizaines de centimètres en faisant passer le sol profond au-dessus et réciproquement. Alors, c'est la technique de désherbage mécanique qui est la plus efficace, pas 100% efficace, il peut y avoir des repousses aussi. D'ailleurs, avec le glyphosate aussi, hein, c'est pas 100% efficace. Mais bon, c'est la plus efficace en tout cas. Il existe aussi des stratégies de désherbage qui sont plus de long terme, comme par exemple les rotations de culture, le fait de changer régulièrement de culture avec un ordre de rotation de type de culture bien choisi, qui permet d'affaiblir les adventices donc sur le long terme. Vous pouvez mettre des couverts d'interculture, c'est dans le cadre par exemple de l'ACS, l'agriculture de conservation des sols. Bref, je ne peux pas vous présenter toutes les techniques, les faux semis aussi, c'est pas possible dans le temps imparti. Mais sachez quand même que, quelle que soit la stratégie que vous choisissez, à un moment ou à un autre, vous serez amené, si vous voulez cultiver, à faire soit du désherbage mécanique, soit du désherbage chimique, ou les deux. Mais vous passez complètement de désherbage mécanique et de désherbage chimique, dans l'état actuel de la technique, ça n'existe pas. En grande culture en tout cas. Tout cela est bien expliqué dans ce rapport de l'INRA qui est paru en 2020 et qui s'intitule Alternative au glyphosate en grande culture. Et je vais vous citer le rapport. Les inconvénients du travail du sol sont de perturber la vie des sols et la structure des sols créée par l'activité biologique, d'accroître l'érosion et de favoriser l'évaporation de l'eau. Alors, en effet, perturber la vie des sols, c'est assez évident. Quand vous passez des lames dans le sol, tout ce qui est macrofaune du sol, comme les vers de terre et d'autres animaux qui vivent dans le sol, vont être tués. Pour ce qui est de l'évaporation de l'eau, c'est aussi relativement intuitif. Quand vous êtes en période de sécheresse, vous avez envie que l'eau soit conservée dans le sol. Mais si vous faites un travail mécanique, une partie de l'eau va s'évaporer. Et donc, c'est pas bon d'avoir un travail mécanique en période de sécheresse. L'érosion, on verra juste après. Et l'INRA ajoute, les techniques de non-labour, semi-direct et techniques culturales simplifiées, visent à limiter ces effets et à favoriser la vie biologique des sols. Elles reposent cependant souvent sur un contrôle chimique des adventices et des couverts d'interculture, largement assurés par l'utilisation du glyphosate. Donc vous voyez que là, l'INRA nous amène sur un dilemme. On ne veut pas perturber la vie des sols, on ne veut pas accroître l'érosion ni favoriser l'évaporation de l'eau, donc on doit limiter le désherbage mécanique, mais du coup on doit utiliser plus de glyphosate. Ici, je vous ai mis quelques exemples d'érosion des sols dont l'INRA nous dit qu'elle est favorisée par le désherbage mécanique.
En réalité, là, il s'agit d'exemples un peu extrêmes, mais dans les faits, à chaque précipitation, un petit peu de matière organique du sol va être entraîné vers la rivière, ce qui est mauvais à la fois pour l'écosystème de la rivière par un effet d'eutrophisation, mais aussi pour la fertilité des sols agricoles qui va être réduite. Donc, on comprend bien que les agriculteurs et les écologues, tout le monde, veuillent limiter cette érosion des sols. Dans cette planche que j'ai subtilement intitulée Plus de travail du sol égale moins de glyphosate, j'ai copié un tableau qui figure dans le rapport de l'INRA et qui essaie de mettre en relation de manière numérique les pratiques de travail du sol et l'usage du glyphosate. Dans la première ligne, vous voyez ce qui est intitulé semi-direct. Ça signifie que pendant au moins 6 ans d'affilée, la parcelle n'a pas été travaillée du tout, ni labour, ni travail du sol. À l'autre bout du spectre, il y a le labour systématique. Ça veut dire que la parcelle a été travaillée, labourée tous les ans. Et vous voyez que en semi-direct, seuls 86%, non, 86%, pas seulement, mais ça fait beaucoup, 86% des surfaces ont été traitées au glyphosate. En revanche, quand il y a un labour par an, seuls 8% des surfaces concernées sont traitées au glyphosate. Dans son rapport, l'INRA aborde aussi la question du coût de la sortie du glyphosate. Je cite: Même si elle a tendance à augmenter les dépenses d'herbicides, et de glyphosate en particulier, oui, parce qu'il faut l'acheter, le glyphosate évidemment, la réduction du travail du sol permet de diminuer significativement la consommation de carburant ainsi que les charges de mécanisation et de main-d'œuvre. En effet, en comparaison des pulvérisations d'herbicides chimiques, les interventions du travail du sol sont chronophages, nécessitent différents types d'outils et, pour les plus profondes, nécessitent d'importantes puissances de traction. Voici un tracteur équipé de son pulvérisateur qui peut être utilisé pour le glyphosate. Il n'est pas en fonctionnement ici, c'est juste pour vous montrer l'appareil. Euh, Vous comprenez bien que par rapport au labour qui va se faire sur une largeur à peu près égale à la largeur du tracteur, lorsque vous pulvérisez un produit chimique, ça va être beaucoup plus rapide et ça va nécessiter moins de puissance de traction. Donc vous comprenez pourquoi il y a un gain de temps et un gain de carburant. Dans son rapport, l'INRA a fait un gros travail de chiffrage des surcoûts liés à la sortie du glyphosate en grande culture. Ici, j'ai sorti un chiffre qui est le chiffre extrême, correspondant au passage d'une stratégie de désherbage en semi-direct, donc aucun travail du sol mais usage de glyphosate, vers une stratégie sans glyphosate mais avec un labour par an. Bon, il faut savoir que les exploitations en semi-direct aujourd'hui représentent un peu moins de 2% des surfaces de grande culture. Néanmoins, dans ce cas extrême, on a un surcoût d'environ 80 € par hectare et par an, ce qui représente environ 16% de l'excédent brut d'exploitation ramené à l'hectare. Alors l'excédent brut d'exploitation, en gros, c'est un indicateur financier qui vous permet de savoir combien d'argent peut rapporter un hectare, enfin, l'exploitation d'un hectare de terre agricole. D'autre part, cette transition coûtera 30 litres de carburant par hectare et par an et 1h25 de temps de main-d'œuvre par hectare et par an. Alors j'ai fait une petite application numérique de ces chiffres en zoomant au hasard sur la carte de France en espérant tomber sur une parcelle agricole. Donc voyons ça, j'ai fait un zoom tout à fait aléatoire et je suis tombé sur cette parcelle euh, de 32 hectares. Donc ça correspond à un surcoût de 2500 € pour cette parcelle chaque année, 960 litres de carburant et 45h20 de travail donc chaque année pour passer de la stratégie en semi-direct vers le labour systématique.
Alors, globalement, l'INRA nous dit que les surcoûts sont pas dramatiques, que c'est possible de se passer du glyphosate sans trop de casse. Alors, je ne sais pas qui paiera. Est-ce que c'est les agriculteurs, les consommateurs, l'État? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'INRA ne semble pas indiquer qu'il y ait un gros problème lié à ce surcoût. Cela dit, l'INRA pointe quand même des cas particuliers, particulièrement problématiques. Et donc, c'est ce cas-là. Alors, les sols caillouteux, on sans doute faire du labour dans des sols caillouteux, c'est difficile. Les terrains en pente, bon, bien sûr, pour les problèmes d'érosion des sols. Mais il signale aussi quelque chose qui a l'air très important, c'est ce qu'on appelle les sols superficiels. Alors, un sol superficiel, ça veut dire que la partie fertile du sol est peu épaisse et on tombe tout de suite en dessous sur un plancher rocheux, donc qui ne permet pas de cultiver. Et donc, ces sols superficiels sont peu productifs parce que les racines ne peuvent pas s'enfoncer profondément. Ils ne permettent de cultiver qu'un nombre limité d'espèces, ce qui fait que pour les rotations de culture, c'est plus compliqué. Donc, les stratégies de désherbage de long terme deviennent complexes. Et en plus, ils sont coûteux et lents à travailler mécaniquement, tout simplement parce qu'ils sont aussi des sols caillouteux. Quand vous avez le plancher rocheux immédiatement en dessous, vous comprenez qu'il y a des chances qu'il y ait beaucoup de cailloux dans cette terre. Et donc, pour ces surfaces-là, qui représentent quand même 16% actuellement des surfaces de grande culture, c'est problématique. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre, on peut risquer que les agriculteurs abandonnent les cultures sur ces surfaces-là. Alors, est-ce grave d'abandonner les cultures? Peut-être pas. Peut-être que c'est mieux de mettre des animaux ou de laisser tout simplement la nature intacte sur ces endroits. Je ne sais pas, je ne porte pas de jugement. Je vous laisse seul juge, c'est l'évaluation de l'INRA, là où ça pose le plus de problèmes d'abandonner le glyphosate en grande culture. Alors, il y a aussi quelque chose qui est souvent évoqué, c'est le remplacement du glyphosate par un autre herbicide. Donc, continuer le désherbage chimique, mais avec une autre solution herbicide. Alors, le glyphosate nous dit que ce ne sera pas la chose privilégiée par les agriculteurs. A priori, ils vont plutôt se diriger vers du désherbage mécanique, majoritairement, très majoritairement. Mais l'INRA nous signale quand même certains cas particuliers où effectivement ça pourrait se poser. Donc je lis le rapport de l'INRA. Par son large spectre de cibles, le glyphosate est la seule solution chimique contre certaines adventices difficiles. Ses seuls concurrents en interculture, le dicamba et le 2,4-D, ciblent les dicotylédones mais pas les graminées et ils ont des profils toxicologiques et écotoxicologiques très défavorables. Le remplacement possible des utilisations actuelles de glyphosate par l'utilisation d'autres herbicides pose question d'un point de vue environnemental si les substituts au glyphosate présentent des risques de toxicité et d'écotoxicité élevés. Par exemple, le dicamba, un des deux substituts les plus proches du glyphosate avec le 2,4-D, présente un risque toxicologique et écotoxicologique relativement élevé, en plus d'être volatile. Le dicamba et le 2,4-D étant efficaces contre les repousses de colza, il est possible que leur utilisation en interculture augmente sensiblement pour cet usage en cas de retrait du glyphosate. Pour conclure ce chapitre consacré à l'agronomie, je vous indique cette courbe qui se trouve aussi dans le rapport de l'INRA et qui montre la part des surfaces de grande culture qui n'ont pas été labourées avant les semis, l'évolution au cours du temps. Donc vous voyez qu'en 1994, moins de 10% des surfaces de grande culture n'étaient pas labourées avant le semis, c'est-à-dire que plus de 90% des surfaces étaient labourées avant le semis. En revanche, en 2017, date de du dernier point sur cette courbe, on approchait les 50-50, c'est-à-dire 50% des surfaces qui étaient labourées avant le semis et 50% non labourées. Cette évolution, c'est une évolution de long terme. Aux États-Unis, ils sont allés plus loin dans cette pratique du non-labour, mais en France, c'est quelque chose qui est en progression depuis maintenant une vingtaine d'années. Euh,
il est clair que si on abandonne le glyphosate, la courbe va repartir dans l'autre sens. C'est pas dramatique, hein. Je vois aussi des gens dramatiser le recours au désherbage mécanique. Ce n'est pas dramatique, mais c'est quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit une amélioration en tout cas. En tout cas, il faut réfléchir. Ce n'est pas si simple et ce n'est pas manichéen. Il faut vraiment bien peser le pour et le contre. Pour nous aider à évaluer le pour et le contre, la balance bénéfice-risque, on va voir maintenant les impacts du glyphosate sur la santé. Je vais commencer par une petite digression en vous expliquant comment je vois le traitement médiatique de ces sujets que je trouve tout à fait insatisfaisant pour utiliser un euphémisme. Parfois, vous avez des débats dans les médias où d'un côté, on vous présente quelqu'un de Monsanto ou un agriculteur qui utilise le glyphosate ou un scientifique. De l'autre côté, une victime, un lanceur d'alerte ou un scientifique aussi. Et l'un va vous dire blanc et l'autre va vous dire noir. Et avec des arguments qui, pris individuellement, sont convaincants. Mais comme vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, c'est des sujets techniques très pointus, vous avez du mal à savoir qui a raison. Vous allez vous baser sur peut-être des attitudes, celui qui a l'air le plus sympa, qui a la plus belle moustache, je n'en sais rien, mais vous avez pas de moyen en fait de trancher. Et le fait de placer comme ça le spectateur en position d'arbitre sur un sujet scientifique pointu, je pense que c'est pas responsable et que ça devrait pas être fait. Imaginez un instant que au bulletin météo, tous les soirs, vous ayez le bulletin séparé en deux avec un météorologue qui va vous expliquer qu'il fait beau, un météorologue qui va vous expliquer ensuite qu'il va pas faire beau, et à la fin, c'est à vous de prendre votre position. Est-ce que vous allez à la pêche le lendemain? Êtes-vous bien informé sur la météo? Bon, c'est pas sérieux. Un autre travers que je trouve regrettable dans les médias, c'est que parfois les médias invitent un spécialiste ou un lanceur d'alerte euh, qui, a priori, on se dit, c'est plus fiable qu'un débat tout à fait artificiel, sauf que ce spécialiste ou ce lanceur d'alerte va être choisi par le média en fonction de sa propre ligne éditoriale. Si bien qu'à la fin, euh, vous aurez un spécialiste qui dira exactement ce que le média a envie qu'il dise. Et ça, ça fait que, en fait, ça vous informe davantage sur la ligne éditoriale du média en question que sur le fond de la question. A contrario, grands absents des espaces médiatiques, il y a les agences de sécurité sanitaire, ainsi que leurs avis. Les agences de sécurité sanitaire sont des organismes publics financés par vos impôts qui existent dans la plupart des pays économiquement développés et qui sont chargés d'évaluer les risques sanitaires et environnementaux des technologies, notamment des produits chimiques et notamment des pesticides. Et donc, il me semble légitime que ces organismes jouent une sorte de rôle d'arbitre dans toutes ces polémiques médiatiques. Malheureusement, je constate que leurs avis ne sont pas répercutés dans les médias, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à passer la barrière médiatique. Pourtant, ils ont aussi un rôle de communication auprès du public vis-à-vis des risques sanitaires et environnementaux, un rôle institutionnel de communication. Ils font ce rôle avec des sites web bien faits, des vidéos, etc. Mais ils n'ont pas suffisamment de relais médiatiques pour que ça arrive à vos oreilles. Donc, il est probable que les avis des agences sanitaires que je vais vous décrire maintenant, que vous les ayez jamais entendus. Probablement. Je l'imagine en tout cas. Je vais maintenant vous présenter quelques agences de sécurité sanitaire dont je vais vous parler des avis sur le glyphosate par la suite. C'est simplement pour que vous soyez un peu familiarisé avec ces organismes que j'imagine vous ne connaissez pas. Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc une agence française. Je vous lis sa publicité en quelque sorte. Au quotidien et tout au long de notre vie, l'environnement est un déterminant majeur de notre santé. Substances chimiques, particules dans l'air, ondes électromagnétiques, l'expertise de l'ANSES apporte en permanence les derniers éléments de connaissances scientifiques sur les facteurs de risque liés aux expositions environnementales.
L'agence évalue les risques liés à la pollution des milieux et aux différentes nouvelles technologies. Elle évalue également les substances chimiques présentes dans les produits du quotidien, donc les pesticides. 1400 employés qui sont des fonctionnaires, 9 laboratoires de recherche et 140 millions d'euros de budget annuel sur vos impôts pour votre santé et pour la santé de l'environnement. On passe au niveau européen avec l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dont la mission est la sécurité de la chaîne alimentaire en Europe. Je vous lis le paragraphe sur l'indépendance. Nous garantissons l'impartialité de nos avis scientifiques. Notre personnel et nos experts, libres de tout conflit d'intérêts, analysent les données et appliquent les méthodes de manière objective. La prise de décision collégiale permet la diversité et l'examen par les pairs. Alors, je vous ai lu ça, ça fait un peu plus publicité pour les agences sanitaires, mais c'est simplement pour vous signaler que les agences vérifient, contrôlent les conflits d'intérêts, ce que ne font pas d'autres organisations et d'autres personnes qui s'expriment dans les médias n'ont jamais déclaré leurs intérêts. Au passage, moi ici présent, je n'ai aucun lien d'intérêt quelconque vis-à-vis des sujets que je traite ici. Et je veux dire, je suis totalement bénévole pour la FIS comme toutes les personnes qui s'impliquent pour la FIS. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, c'est 147 millions d'euros de budget annuel en 2023 sur vos impôts donc, et 450 employés et 1500 experts externes. Je pourrais vous en présenter beaucoup dans le monde, mais j'ai choisi de vous présenter l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, USEPA, parce que c'est la plus grosse agence de sécurité sanitaire du monde et parce que j'aime bien la manière de se présenter qu'ils ont. Je trouve ça concis et simple. Notre mission, la mission de l'Agence de protection de l'environnement est de protéger la santé humaine et l'environnement. Voilà, simple. 12 milliards de dollars US de budget annuel sur les impôts des Américains, 16 000 employés, 27 laboratoires de recherche. Les agences de sécurité sanitaire ont un rôle important dans le processus d'homologation des produits, c'est-à-dire avant leur mise sur le marché. Les agences effectuent ce qu'on appelle une évaluation scientifique des risques sanitaires et environnementaux des produits avant que ceux-ci puissent être mis sur le marché. Et donc c'est valable pour le glyphosate comme pour tous les autres pesticides. Et là, je vais vous présenter rapidement le processus européen au niveau de l'Union européenne d'homologation du glyphosate qui est en cours, qui a démarré en 2020 et qui va se terminer fin 2023 en Union européenne. Donc vous voyez que ce processus démarre par un groupe qui est un groupe de sociétés, d'entreprises qui veulent commercialiser du glyphosate en Europe. Donc là, il s'appelle le Glyphosate Renewal Group, groupe pour le renouvellement du glyphosate. Donc là-dedans, il y a les grands noms des pesticides. Donc vous allez retrouver Bayer, Syngenta, bon, et plein d'autres. Et donc ce groupe d'entreprises dépose un dossier d'homologation, c'est donc une demande si vous voulez, pour réautoriser le glyphosate, pour homologuer le glyphosate. Dans le dossier qui a été déposé en juin 2020 au niveau des autorités européennes, vous avez 1507 études ici et 12 000 articles. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Les 1507 études, c'est ce qu'on appelle les essais réglementaires. Les essais réglementaires, je vais faire une analogie avec la mise sur le marché des voitures. Avant de mettre sur le marché une voiture, on doit faire un certain nombre de crash tests, c'est-à-dire provoquer des chocs, voir si la voiture résiste correctement et si la personne à l'intérieur n'est pas écrasée par le volant ou que sais-je. Donc, il y a une série de crash tests qui doivent impérativement être faits avant que la voiture soit mise sur le marché et on vérifie si c'est dans les clous. Si la voiture est suffisamment sûre par rapport à un certain nombre de critères. On fait aussi des tests de freinage, par exemple, pour vérifier si ça convient aussi, si le freinage est satisfaisant. On fait des tests de tenue de route, etc. Donc vous voyez que ça, ce sont des tests, c'est ça en fait,
pour les produits chimiques, c'est l'équivalent. On a des essais réglementaires qui sont faits souvent sur des animaux qui vont chercher justement à rechercher des risques pour la santé et pour l'environnement, hein, sur les deux aspects. Donc ça, c'est les essais réglementaires, 1507 essais réglementaires dans le dossier du glyphosate pour l'homologation en cours. Et puis, il y a 12 000 articles. Alors ça, c'est tout à fait différent. Ce sont des publications scientifiques qui ont été faites dans la littérature scientifique ouverte, ce qu'on appelle révisées par les pairs, peer-reviewed in English. Et donc, il y a eu 12 000 articles qui ont été ajoutés au dossier d'homologation et qui sont jugés pertinents pour l'évaluation du glyphosate. Et l'évaluation va donc se baser sur ce corpus à la fois d'essais réglementaires d'un côté et d'études scientifiques de la littérature scientifique d'autre part, qui vont être considérées dans leur globalité pour à la fin donner un avis sur le glyphosate. Alors, les études réglementaires, les essais réglementaires sont assez particuliers parce que ils sont encadrés par l'État d'une certaine manière, par les autorités sanitaires pour être plus précis. C'est-à-dire que les industriels qui réalisent ces essais doivent obligatoirement déposer un dossier auprès des autorités sanitaires avant le début d'un essai réglementaire pour décrire entièrement l'essai réglementaire tel qu'il sera pratiqué et signaler le démarrage de l'essai réglementaire qui doit être fait dans un laboratoire agréé par l'État, hein, ce qu'on appelle un agrément BPL, bonne pratique de laboratoire. L'État donne cet agrément, il est révisé régulièrement pour vérifier que les installations d'essai sont conformes à un certain nombre de standards de qualité et d'autre part que ce laboratoire est capable d'assurer la traçabilité. C'est très important pour pouvoir savoir à tout moment ce qui a été fait, qui a touché les animaux, qui a fait quoi, qui a fait les analyses biochimiques et autres. Donc ça, c'est l'agrément BPL. Et donc, lorsque l'étude réglementaire est terminée, l'industriel doit déposer le résultat à la date prévue auprès des autorités sanitaires. Ça évite que l'industriel cache un résultat qui ne serait pas satisfaisant, hein. Donc, il y a obligation de déposer le résultat auprès des autorités sanitaires au moment prévu avant le démarrage de l'étude. D'ailleurs, au moment du démarrage de l'étude, il y a une révision par les pairs avec consultation publique pour savoir si l'étude, avant qu'elle commence, si l'étude est satisfaisante dans le cadre de l'évaluation des risques. C'est-à-dire que vous avez des acteurs de la société civile qui peuvent vérifier si le protocole est satisfaisant ou non. Vous voyez. Donc, vous comprenez que ce sont des essais qui sont encadrés. On pourrait vouloir que ce soit davantage encadré, on peut toujours, hein, mais ce sont des essais qui sont encadrés par les autorités sanitaires. Alors c'est très différent des articles scientifiques qui correspondent à des études qui sont faites en toute liberté, et c'est très bien, par des scientifiques à travers le monde et qui sont publiés dans des journaux, mais il n'y a pas d'encadrement par l'État. Ce sont deux systèmes totalement différents, complémentaires pour l'évaluation des risques. Alors ensuite, ce dossier d'homologation, il est remis à un groupe d'évaluation du glyphosate. Alors là, ce n'est plus des industriels, ce sont des agences de sécurité sanitaire. Pour cette évaluation-là, il y a 4 agences de sécurité sanitaire européennes qui se sont chargées de l'évaluation du glyphosate. L'ANSES, donc la France avec l'ANSES, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède. Donc ils ont épluché le dossier d'automologation, ils ont ajouté des articles scientifiques qui manquaient, ils ont enlevé certains qu'ils ne jugeaient pas pertinents, ils ont évalué si les études scientifiques, les essais réglementaires étaient conformes, et ils ont donc rendu en juin 2021 un rapport d'évaluation préliminaire, le RAR, qui fait 11 000 pages, donc vous voyez, ça a fortement réduit, qui reprend certains aspects qui sont dans le dossier d'homologation, qui copie certaines évaluations, mais qui par ailleurs va rajouter du complément, des évaluations qui sont faites par les agences sanitaires, par le groupe d'évaluation du glyphosate, tout ce qui est nécessaire
pour l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux du glyphosate. Ce rapport d'évaluation préliminaire a été remis en juin 2021 à l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA, et à l'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques, pour la suite de l'évaluation. L'étape suivante du processus d'homologation du glyphosate, ça a été la consultation publique qui a duré 2 mois, entre septembre et novembre 2021. Le dossier RAR a été publié et des acteurs de la société civile, y compris des centres de recherche comme l'INSERM, ont déposé des contributions pour essayer d'améliorer le processus d'évaluation des risques. Ensuite, à la fin de cette consultation publique, le dossier a été transmis à l'EFSA et à l'ECHA, qui vont tous les deux se charger d'une partie différente de l'évaluation. L'ECHA est chargé d'évaluer les mentions de danger. Vous savez, vous vous souvenez, les H400, H410 et autres, les mentions de danger, la classification de danger qui doit être appliquée au glyphosate en fonction de toutes les études scientifiques qui ont été faites. Il va aussi se charger des pictogrammes, savoir ce qu'on met comme pictogramme sur un bidon de glyphosate. Est-ce qu'on met les têtes de mort, le deuxième c'est cancérigène, vous voyez. Aussi, le dernier c'est dangereux toxique pour l'organisme aquatique, etc. Donc c'est l'ECHA qui fait ce travail de classification d'étiquetage et notamment pour les catégories qu'on appelle CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Le rapport de l'ECHA, je vous en parlerai, est sorti en juin 2022, donc je vais pouvoir vous en donner la conclusion. En revanche, le rapport de l'EFSA, qui lui est, je dirais, un peu plus ambitieux, il doit répondre à des questions du genre, est-ce que l'usage du glyphosate risque de produire des effets inacceptables sur la santé ou sur l'environnement? En gros, c'est ça sa réponse, mais on l'aura qu'en juin 2023. L'étape finale de l'homologation du glyphosate en Union européenne interviendra fin 2023 et il s'agit de la décision politique d'autorisation ou d'interdiction du glyphosate, car la décision finale appartient toujours aux politiques. Ce qu'il va se passer, c'est que chaque pays de l'Union européenne enverra un représentant avec une consigne de vote. Et ces 27 représentants voteront pour ou contre la réautorisation du glyphosate. Si une majorité qualifiée vote pour ou contre, le vote est validé. Sinon, c'est la Commission européenne elle-même qui devra organiser un vote des commissaires européens. Ensuite, ce qu'il se passe, c'est que si jamais la décision européenne politique, c'est de ne pas autoriser le glyphosate, alors dans ce cas, aucun pays membre ne pourra autoriser les herbicides à base de glyphosate sur son territoire. C'est une interdiction pour tous. En revanche, si on autorise le glyphosate en Union européenne, rien n'empêche chaque pays individuellement d'interdire le glyphosate sur son territoire. Désolé pour cette trop longue présentation du processus d'homologation du glyphosate, mais maintenant je vais vous parler de la toxicité du glyphosate telle que rapportée par les agences de sécurité sanitaire. Déjà, il y a plusieurs types de toxicité. Il y a la toxicité à court terme qu'on appelle la toxicité aiguë, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe peu de temps après l'ingestion ou l'exposition au glyphosate. En général, on calcule la toxicité aiguë dans les quelques heures, quelques jours maximum après l'exposition. Je ne vous en parlerai pas, je n'ai pas le temps, et ce n'est pas ce qui intéresse le plus les gens en général. Après, il y a la toxicité dite chronique, donc à long terme. Alors ça veut dire on cherche à savoir quelle est la toxicité qui est liée à une exposition quotidienne aux produits sur toute la vie. Donc ça intéresse en général plus les gens et c'est un axe très important et fondamental de l'évaluation faite par les agences sanitaires. Et enfin, il y a des évaluations par type de pathologie qui sont faites.
en particulier la neurotoxicité, donc tout ce qui est maladie du système nerveux, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, etc. La toxicité pour la reproduction, donc à la fois pour les fonctions reproductives et pour les embryons, les fœtus, la perturbation endocrinienne et la cancérogénicité et d'autres types de tests. Voilà. Tout ça, ça fait l'objet à la fois d'une revue des articles scientifiques publiés dans la littérature scientifique et d'une analyse des essais réglementaires. Il y a les deux. Je vous présente ici quelques concepts fondamentaux qui sont utilisés par les agences sanitaires pour caractériser la toxicité chronique d'un produit. Donc le concept central qu'on retrouve partout, c'est celui de DJA, dose journalière admissible, qui s'exprime en milligrammes par kilo de poids corporel et par jour. La définition qu'en donne l'EFSA, c'est quantité estimée d'une substance qui peut être consommée quotidiennement pendant toute la durée d'une vie sans présenter de risque appréciable pour la santé. Pour le glyphosate, la DJA, c'est 0,5 mg par kilo de poids corporel et par jour. Ensuite, il y a les limites maximales de résidus qui sont basées sur la DJA, qui sont dérivées de la DJA. C'est la quantité maximale de résidus de glyphosate et ses métabolites que l'on peut retrouver sur les aliments et qui permet de ne pas dépasser la DJA. Ensuite, vous avez les valeurs sanitaires maximales et le seuil de qualité des eaux de boisson qui concernent tous les deux l'eau de boisson. C'est pour ça que c'est en bleu sur ma feuille. La valeur sanitaire maximale, comme son nom l'indique, c'est un indicateur sanitaire. C'est basé sur la DJA toujours. C'est la concentration maximale d'un pesticide dans l'eau de boisson, consommée quotidiennement pendant toute la durée d'une vie, sans risque appréciable pour la santé. Donc pour le glyphosate, c'est 900 microgrammes par litre, donc pour ne pas atteindre la DJA en fait. Et il existe un autre seuil qui n'est pas un seuil sanitaire, qui est ce qu'on appelle le seuil de qualité des eaux de boisson, qui est une contrainte de pureté. Parce que le législateur a décidé, et je pense qu'il a raison, que l'eau de boisson devait être pure. Et il a défini ça en disant que quel que soit le pesticide, puisque ce n'est pas une question de sanitaire, quelle que soit sa toxicité en fait, à 0,1 microgramme par litre, l'eau de boisson n'est pas considérée pure et donc elle est en infraction. Et je vous invite, maintenant que vous savez qu'il y a deux seuils pour les eaux de boisson, le seuil sanitaire et le seuil de qualité, qui ont un facteur 9000 entre les deux, puisque le seuil sanitaire est 9000 fois plus grand que le seuil de qualité. Maintenant que vous savez qu'il y a deux seuils, de faire très attention la prochaine fois que vous entendrez ce traitement dans les médias, qu'on vous dira on a trouvé de l'eau de boisson contaminée aux pesticides, posez-vous la question, est-ce qu'ils ont comparé au seuil de qualité de 0,1 microgramme par litre ou est-ce qu'ils ont comparé à la Vmax, c'est-à-dire au seuil pour la santé? Et vous verrez que la plupart du temps, on compare au seuil de qualité, donc l'eau est bien en infraction, et on oublie de comparer au seuil sanitaire, et pourtant, on va vous alerter sur votre santé derrière, à peu près systématiquement. Donc soyez vigilants. Vous vous demandez peut-être comment la dose journalière admissible est déterminée pour un produit. Je vais vous le présenter de manière très simplifiée ici. En fait, pour déterminer la dose journalière admissible, on se base sur toute une batterie d'essais réglementaires, dont des essais dits de toxicité chronique que je vous présente ici, qui sont une partie des tests qui sont faits, qui doivent être conformes à la norme OCDE 452, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais les essais réglementaires sont tous standardisés au niveau international par un organisme qui s'appelle l'OCDE. Et donc, dans ces tests de toxicité chronique, on va utiliser des animaux. Alors, ça doit être obligatoirement des mammifères pour pouvoir ensuite plus facilement transposer à l'homme. Donc ici, je vous ai pris deux espèces animales parce qu'il faut obligatoirement au minimum deux espèces animales mammifères. Des souris. Alors pour les souris, on a au minimum 20 animaux par groupe. Donc le groupe en bas, en vert, les souris en vert, c'est 20 souris mâles et 20 souris femelles qui vont être élevées pendant toute leur durée de vie.
Alors, le groupe témoin ne reçoit pas de glyphosate dans son eau de boisson. Et ensuite, vous avez par au-dessus 4 groupes de 20 mâles et 20 femelles. C'est minimum 3 dans les essais réglementaires, mais on peut avoir plus de groupes, mais au moins 3. Et qui vont recevoir des doses croissantes de glyphosate dans leurs eaux de boisson pendant toute leur vie. À droite, j'ai mis un autre essai de toxicité chronique sur des lapins avec d'autres doses, mais c'est le même principe. Les petites barres de vie que j'ai mis, c'est simplement pour vous indiquer euh, quand il y a des effets néfastes qui apparaissent, je l'ai figuré par cette petite barre rouge pour dire qu'il y a des effets néfastes qui apparaissent liés à l'exposition au produit. Donc voilà, on fait ça. Alors on va déterminer dans un premier temps quelle est l'espèce la plus sensible au glyphosate. Bon, là, dans mes exemples, c'est le lapin qui est le plus sensible. On va regarder la dose qui correspond à l'apparition des premiers effets néfastes. Et on va l'appeler la l'OAEL en anglais, Lowest Observed Adverse Effect Level, plus faible dose avec effet néfaste observé en français. Et on va prendre la dose d'en dessous, qu'on appelle la NOAEL, No Observed Adverse Effect Level, ou DSE, dose sans effet, c'est plus simple. C'est la plus forte dose sans effet néfaste observé. Pour le glyphosate, on a trouvé 50 mg par kilo de poids corporel et par jour. Et ensuite, on applique un très controversé facteur de sécurité. Pour le glyphosate, les experts de l'EFSA, qui se regroupent en comité, euh, ont décidé que pour le glyphosate, ce facteur de sécurité devait être de 100. Ils tiennent compte de l'ensemble des données disponibles, savoir s'il est cancérigène ou pas, s'il est perturbateur endocrinien ou pas, et suivant le cas, ils vont mettre un facteur de sécurité plus ou moins grand. Moi, je ne peux pas juger ça. Je sais très bien que euh, il y a des organisations qui disent que ce facteur 100 devrait être passé à 10 000, qui considèrent que c'est pas sérieux, etc. Il y a beaucoup de discussions, vous en doutez, sur ce sujet, mais moi, je ne me prononce pas. Les experts de l'EFSA, qui travaillent pour votre santé et dont on a vérifié les conflits d'intérêts, ont estimé collectivement que ce facteur pour le glyphosate de sécurité devait être de 100. Si bien qu'on dérive une dose journalière admissible à 0,5 mg par kilo de poids corporel et par jour. Donc c'est la dose journalière admissible pour l'homme. Il y a d'autres critiques qui sont faites sur ces tests chroniques, beaucoup. Par exemple, le fait qu'on utilise la substance active et non pas le produit formulé pour alimenter les rats. Donc du sel d'isopropylamine de glyphosate qui va être utilisé et pas du Roundup je ne sais quoi. C'est très discuté aussi. Je ne vous dis pas qui a raison. J'ai ma petite idée, mais je le passe sous silence parce que c'est pas ce que je veux faire. Je ne veux pas vous donner mon avis. Je veux vous présenter le processus et que vous fassiez votre propre avis. Voilà. Je viens de passer pas mal de temps à vous expliquer ce qu'il se passe avant la mise sur le marché des produits. Maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe après. Parce que les agences de sécurité sanitaire ont aussi la charge de monitorer, vérifier les expositions des différentes catégories de population aux produits. Euh, En particulier, elle doit vérifier l'exposition des utilisateurs du produit, des riverains éventuellement, et puis aussi des consommateurs que nous sommes tous. Là, je vous présente le contrôle des aliments, qui est donc un aspect de ce monitoring. Euh, L'EFSA, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments qui fait ce monitoring régulièrement. Et elle a sorti son dernier rapport en 2020. Et elle nous dit que dans l'UE, 14 125 échantillons alimentaires ont fait l'objet d'une recherche de glyphosate spécifiquement sous la supervision de l'EFSA, sachant que l'EFSA teste tous les pesticides. Mais là, je vous présente que le glyphosate, c'est le sujet du jour. Donc il y a eu 14 125 échantillons alimentaires testés. Donc ils vont sur les marchés, ils prennent des fruits, des légumes, des céréales et puis ils testent, ils recherchent le glyphosate. Donc le glyphosate a été détecté dans 283 échantillons, ce qui représente 2% des échantillons testés, dont 82, donc c'est 0,6% des échantillons testés, dépassaient les limites maximales de résidus. Donc ils étaient en infraction. Donc il y a eu des infractions détectées en 2020
0,6% des échantillons testés qui étaient en infraction. Après, l'EFSA a calculé, compte tenu de ces constatations, quel est le niveau de glyphosate qu'un consommateur moyen va recevoir. Donc, elle nous dit, ce niveau de contamination correspond, selon l'EFSA, à une exposition au glyphosate via l'alimentation inférieure à 0,2% de la DJA, de la dose journalière admissible. Donc voilà, donc on contrôle le niveau de contamination des aliments par rapport à la DJA que l'on a déterminée précédemment. Les agences de sécurité sanitaire sont aussi responsables de contrôler les eaux de boisson. Là, c'est un rapport de l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire, donc qui concerne la France. Et donc, c'est un rapport sorti en 2019 qui concerne 10 ans de surveillance. Et donc, la conclusion générale, c'est que en 10 ans, sur 90 000 prélèvements d'eau de boisson ayant fait l'objet d'une recherche de glyphosate, hein, je cible le glyphosate, celui-ci a été retrouvé dans 368, c'est-à-dire 0,4% des prélèvements, dont 154, donc 0,2% des prélèvements, au-dessus de la norme de qualité des eaux de boisson, rappelez-vous, à 0,1 microgramme par litre. Donc il y a quelques infractions, dépassements donc, à la norme de qualité des eaux de boisson. Cette eau n'était pas considérée pure. En revanche, aucun échantillon, et de très loin, testé en 10 ans, n'a atteint le seuil de sécurité sanitaire, la fameuse Vmax à 900 microgrammes par litre. Ça, on s'en approche absolument pas. Il y a d'autres contrôles qui sont faits, ici par une autre agence de sécurité sanitaire française dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, qui s'appelle Santé publique France, ex-INVS, Institut national de veille sanitaire, qui s'est chargé de tester l'imprégnation de la population française par des herbicides en microgrammes par litre d'urine. C'est une étude qui est parue en 2021 et qui s'appelle l'étude Esteban. Et je vous ai sorti un tableau récapitulatif ici. Donc, ils ont pris 900 adultes, ils ont représentatifs de la population française, ils sont prélevés de l'urine et ils ont évalué le niveau de glyphosate et d'AMPA, l'acide aminométhylphosphonique, dans les urines. Et ils ont pris à peu près 500 enfants et ils ont fait la même chose, glyphosate et AMPA. Et donc, finalement, le résultat de cette étude Esteban permet de dire que pour les personnes qui sont les plus imprégnées de glyphosate, qui ont les 5% des personnes qui sont les plus exposées, qui ont le plus de glyphosate dans leurs urines, elles sont à un niveau de 0,36 microgrammes par litre d'urine. Et pour les enfants, on est à 0,57 microgrammes par litre d'urine pour les 5% qui sont les plus imprégnés. Si on additionne l'AMPA et le glyphosate, on s'approche environ de 1 microgramme de glyphosate ou d'AMPA par litre d'urine. Voilà. Alors, ici, ça ne dit pas si c'est dangereux ou pas, hein. C'est juste une observation. Ça permet de savoir que les 5% les plus exposés ont en gros 1 microgramme par litre de glyphosate et AMPA dans leurs urines. Pour savoir si cette imprégnation avec le glyphosate et l'AMPA présente un problème pour la santé, un risque pour la santé, là il faut demander à l'ANSES qui explique sur son site internet que ces quantités de glyphosate de l'ordre de 1 microgramme par litre dans les urines correspondent à une exposition par voie orale inférieure à 1% de la dose journalière admissible. Donc selon l'EFSA, on est 100 fois inférieur à la DJA, la dose journalière admissible, avec ces chiffres. Et ces chiffres qui représentent les 5% de la population les plus imprégnés. Alors, je saute du coq à l'âne, mais rappelez-vous, quand je vous ai décrit le processus d'homologation européen, je vous ai dit que l'Agence européenne des produits chimiques avait sorti son rapport en mai 2022, enfin juin 2022,
concernant l'étiquetage, les pictogrammes et les classifications de danger associées au glyphosate. Et donc, je vous lis maintenant la conclusion générale de l'Agence européenne des produits chimiques concernant les classifications de danger du glyphosate. Le comité d'évaluation des risques n'a pas trouvé de preuves suffisantes pour étayer un mécanisme d'action génotoxique du glyphosate. Il a conclu, sur la base des données épidémiologiques ainsi que des données d'études à long terme chez le rat et la souris, qu'aucune classification de danger pour la cancérogénicité n'est justifiée pour le glyphosate selon les critères CLP. Les critères CLP, c'est les critères pour l'étiquetage et la classification. Concernant la toxicité pour la reproduction, le comité d'évaluation des risques n'a recommandé aucune classification pour la fertilité ou le développement, tératogénicité, etc. Voyez. Cependant, le comité d'évaluation des risques a convenu que les classifications existantes pour les lésions oculaires catégorie 1, c'est le niveau le plus élevé, et danger à long terme pour l'environnement aquatique, catégorie 2, donc le niveau un peu inférieur, devaient être conservées et qu'aucune classification pour aucune des autres classes de danger n'était justifiée. Voilà. Vous avez la source, si vous voulez aller voir ici, ça fait 1000 pages. Hein. Là, c'est la conclusion générale. Je ne peux pas vous donner tous les détails, malheureusement. Je vous ai dit qu'on n'avait pas encore l'avis de l'EFSA. On l'attend pour peut-être juin 2023. Je n'ai pas ma boule de cristal, mais j'imagine. En revanche, on a déjà les avis précédents des agences de sécurité sanitaire sur le glyphosate. Donc, en attendant l'avis de l'EFSA, je vous rappelle quelques avis récents, en remontant chronologiquement, d'agences de sécurité sanitaire à travers le monde. Donc, je commence par l'Agence de protection des États-Unis qui, en 2020, a sorti son avis. Je vous prends un petit résumé de son résumé. Parce que je n'ai pas le temps de faire plus, bien entendu. Après un examen approfondi des meilleures données scientifiques disponibles, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a conclu qu'il n'y a aucun risque préoccupant pour la santé humaine lorsque le glyphosate est utilisé conformément à l'étiquette et qu'il n'est pas cancérigène. De plus, le glyphosate a une faible toxicité résiduelle pour le sol et aide à maintenir les applications agricoles sans labour et à faible labour. C'est l'agence brésilienne, ensuite, chronologiquement, qui avait sorti son avis en 2019 et qui dit « Le glyphosate n'a pas de caractéristiques mutagènes, tératogènes ni cancérigènes. Il n'est pas perturbateur endocrinien. Il n'est pas toxique pour la reproduction. » En 2017, Santé Canada disait « Le glyphosate n'est pas génotoxique et il est peu probable qu'il présente un risque de cancer pour les humains. L'exposition par le régime alimentaire, eau potable et aliments, associée à une utilisation de glyphosate, ne devrait pas présenter de risque pour la santé humaine. Les risques professionnels et résidentiels associés à l'utilisation du glyphosate ne sont pas préoccupants, sous réserve d'utilisation selon le mode d'emploi. » Voilà. Je cite la suite de l'avis de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Alors, sachez que c'est une traduction Google Translate. Depuis l'anglais vers le français, je n'ai fait aucune modification. Je m'en serais bien gardé parce que ça me sera reproché. Mais voilà ce que nous dit l'Agence de protection de l'environnement américaine. Rien n'indique que les enfants soient plus sensibles au glyphosate. Après avoir évalué de nombreuses études provenant de diverses sources, l'agence n'a trouvé aucune indication que les enfants soient plus sensibles au glyphosate en cas d'exposition in utero ou postnatale. Dans le cadre de l'évaluation des risques pour la santé humaine, l'agence a évalué toutes les populations, y compris les nourrissons, les enfants, les femmes en âge de procréer, et n'a trouvé aucun risque préoccupant lié à l'ingestion d'aliments contenant des résidus de glyphosate. L'Agence de protection de l'environnement n'a également trouvé aucun risque préoccupant pour les enfants entrant ou jouant dans des zones résidentielles traitées avec du glyphosate. L'agence continue. Aucune indication que le glyphosate soit perturbateur endocrinien. Le glyphosate a fait l'objet d'un dépistage de niveau 1 dans le cadre du programme de dépistage des perturbateurs endocriniens de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.
Sur la base de toutes les informations disponibles, l'EPA conclut, en utilisant une approche fondée sur le poids de la preuve, que les données existantes n'indiquent pas que le glyphosate a un potentiel d'interagir avec les voies de signalisation œstrogène, des androgènes ou de la thyroïde. Voilà, vous avez l'adresse de l'avis en dessous, si vous voulez le consulter vous-même et le voir dans son intégralité. Vous vous en doutez certainement, il y a beaucoup d'acteurs de la société civile, des ONG, mais aussi des scientifiques, y compris des gens en blouse blanche qui sont sur ma planche un peu plus haut ou que j'ai malencontreusement rencontrés pendant ma conférence, et qui ne sont pas d'accord, qui s'opposent aux avis des agences sanitaires. Moi, je ne rentre pas dans cette polémique, hein. Je fais ce travail pour vous dire, voilà, les agences sanitaires font un travail, font ce travail, il existe, voilà ce qu'elles disent. Je sais que on ne vous le dira pas parce que ça ne passe pas la barrière médiatique pour des raisons que j'ignore. Donc je sais que vous ne savez pas ça, mais je pense que c'est utile de vous informer sur ce que disent les agences de sécurité sanitaire. Je pense même que c'est le premier niveau d'information auquel vous avez droit et auquel vous devriez accéder. C'est-à-dire qu'avant de voir les polémiques sur ces avis, encore faut-il qu'on vous ait présenté ces avis et que vous soyez au courant de ce dont il s'agit. Et donc c'est cela que je m'efforce de faire aujourd'hui. Euh, et bien sûr, les gens qui s'opposent aux avis des agences vont vouloir que je ne vous dise pas ce que disent les agences. Il y a une certaine cohérence. Donc, ils veulent que vous ne sachiez pas ce que disent les agences. Mais moi, je pense que c'est une information que vous devez avoir. Le premier niveau pour mettre le pied dans le débat, ce sont les avis des agences. Voilà. Euh, Cela dit, je vais vous présenter néanmoins cette polémique qui date, ou cette controverse qui date de 2015, puisque le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, en 2015, a sorti un avis sur le glyphosate et a dit le glyphosate est probablement cancérogène pour l'homme, groupe 2A. Le CIRC n'est pas une agence de sécurité sanitaire. Le CIRC n'a pas de responsabilité dans la réglementation et dans l'autorisation des produits. Donc, le CIRC je le dis rapidement, mais il ne cherche pas à garantir votre santé en tant que citoyen. Il cherche à alimenter la connaissance scientifique. C'est un centre de recherche qui fait progresser la connaissance sur les causes de cancer. Voilà. Les agences de sécurité sanitaire, elles sont susceptibles de prendre ce genre de données, les données issues du CIRC, en considération en entrée de leur processus ou pendant la phase de consultation publique. Donc, les agences sanitaires, elles sont censées prendre en compte l'avis du CIRC, entre autres données, pour finaliser leurs avis, pour produire leurs avis. Donc il est normal qu'elles consultent ces avis. Et ce qui s'est passé en 2015 est assez inédit. D'un seul coup, une dizaine d'agences de sécurité sanitaire dans le monde ont réagi après l'avis du CIRC et ont dit on n'est pas d'accord avec ce que dit le CIRC. Je vous précise tout de suite, les agences sanitaires n'ont aucun pouvoir de ce côté-là, elles n'ont pas à juger à la limite de ce que fait le CIRC. C'est pas vraiment leur rôle. Mais c'est pas passé. Elles ont réagi, elles ont dit non, on n'est pas d'accord avec ce que dit le CIRC. Donc ça a déclenché, vous vous en doutez, une polémique. Toujours dans la même optique de vous présenter les avis des agences de sécurité sanitaire, je vais vous présenter quelques réactions. Je ne vais pas toutes les mettre parce que ça ferait trop lourd, mais c'est cohérent. Donc quelques réactions de certaines agences de sécurité sanitaire qui se sont exprimées à propos de l'avis du CIRC. Donc l'Agence de protection des États-Unis a dit en 2020, l'agence n'était pas d'accord avec la conclusion du Centre international de recherche sur le cancer, selon laquelle le glyphosate est probablement cancérogène pour l'homme. L'agence a considéré un ensemble de données beaucoup plus étendu et pertinent que le CIRC. La base de données de l'agence comprend des études soumises pour obtenir l'enregistrement du glyphosate, ça c'est les études dites réglementaires, et des études identifiées par l'agence dans la littérature ouverte, les articles scientifiques révisés par les pairs. D'accord? Donc ça c'est ce que dit l'agence. Ensuite l'agence australienne en 2016. C'est l'agence qui a fait le plus gros travail de revue
de travail du cirque, en fait, l'agence australienne. Ils ont lancé une étude dédiée. L'Office pour la sécurité chimique a examiné la liste des références de la monographie 112 du cirque pour le glyphosate, qui comprenait 264 articles scientifiques publiés. L'Office pour la sécurité chimique a conclu qu'il était peu probable que le glyphosate présente un risque cancérigène ou génotoxique pour l'homme. Et enfin, l'Agence française de sécurité sanitaire, l'ANSES, a aussi donné son avis, que je laisse Roger Genet, qui est directeur général de l'ANSES, vous présenter, tel qu'il l'a présenté le 6 juin 2018 devant une commission du Sénat. Donc cet homme-là est responsable, et il n'a pas le droit à l'erreur, si je puis me permettre. Avec l'ensemble des éléments dont nous disposons, nous avons suffisamment d'arguments pour lever l'incertitude et estimer que le caractère cancérigène probable qui a été avancé par l'EFSA, par le cirque, aujourd'hui n'est pas fondé. Voilà. Je n'ai ni le temps ni l'envie de rentrer dans cette polémique pour essayer de vous expliquer qui a raison. Ce n'est pas du tout mon rôle. Simplement, j'ai fait ce petit tableau récapitulatif qui peut servir. Dans la première ligne, j'ai mis les avis des agences de sécurité sanitaire que j'ai résumés, comme ils sont à peu près cohérents, je vais résumer leurs avis par une phrase. Le cirque est sur la deuxième ligne. La troisième ligne, ça concerne le JMPR, qui est un groupe PR, c'est pour Pesticides Residues, qui est un groupe de l'OMS et de l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et qui s'occupe d'évaluer les risques des résidus de pesticides dans l'alimentation. Et enfin, en dernière ligne, c'est l'avis de l'INSERM en 2021 sur cette histoire de cancérogénicité du glyphosate. Et ce qui, moi, me frappe, c'est ce que j'ai mis en rouge, et donc je voulais juste vous pointer ça, c'est que sur la partie cancérogénicité animale de long terme, donc c'est essentiellement, dans ce cas-là, c'est pratiquement toutes des études réglementaires où on fait manger du glyphosate à des rats. Alors c'est des groupes de 50 rats, c'est OCDE 451 le protocole. Donc on fait manger du glyphosate à des rats pendant 2 ans. Et en fait, le cirque a un avis qui est différent de tous les autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire remarquer. Le cirque est isolé sur son évaluation de la cancérogénicité animale de long terme du glyphosate. Voilà, faites-en ce que vous pouvez en faire. J'ai copié ici l'avis de l'INSERM relatif à la cancérogénicité du glyphosate. L'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est un centre de recherche, donc son but n'est pas de faire des évaluations des risques, mais de faire progresser la connaissance scientifique sur les sujets de la santé. Et donc, l'INSERM, les avis de l'INSERM sont susceptibles, comme tous les avis scientifiques, d'être pris en compte en entrée des avis des agences de sécurité sanitaire. Puisque l'avis de l'INSERM date de 2021, il ne peut pas avoir été pris en compte au début du processus d'homologation. Donc, on a vu, il départ en 2020. Mais sachez que l'INSERM a participé à la consultation publique sur le glyphosate qui a eu lieu aux environs de septembre à novembre 2021. Et par conséquent, son avis sera pris en compte dans l'évaluation de l'EFSA qui sortira je pense, en juin 2023. Donc, cet avis scientifique sera pris en compte dans l'évaluation finale de l'EFSA. J'arrive maintenant au dernier chapitre de ma présentation qui concerne les impacts environnementaux de l'usage du glyphosate. Conformément au reste de ma présentation, je ne vais pas sélectionner quelques articles scientifiques opportunément choisis dans la littérature scientifique pour ensuite vous les présenter et vous les commenter. Ce n'est pas ma méthode et je pense que ce ne serait pas très sérieux de faire comme ça, en tout cas pour moi. Je vais, comme vous vous en doutez, vous présenter
les avis des agences de sécurité sanitaire qui ont une mission institutionnelle de préservation de l'environnement et d'évaluation des risques environnementaux du glyphosate. Quels sont les déterminants de risques environnementaux qui sont évalués pour les pesticides par les agences de sécurité sanitaire? C'est une liste non exhaustive, mais ce sont les principaux. Il y a la persistance dans l'environnement, c'est-à-dire est-ce que le produit se dégrade et à quelle vitesse il se dégrade dans l'environnement et quels sont ses métabolites, c'est-à-dire ses produits de dégradation. Il y a le potentiel de lessivage. Le produit, à quelle vitesse se disperse-t-il dans l'environnement? Est-ce qu'il migre lentement ou rapidement d'un compartiment de l'environnement à un autre? Ensuite, est-ce que le produit a un potentiel de bioaccumulation, c'est-à-dire est-ce qu'il peut s'accumuler dans la chaîne alimentaire avec les petits animaux qui sont mangés par les plus gros et finalement le produit aurait tendance à s'accumuler au sommet de la chaîne alimentaire. Ensuite, il y a le potentiel de dérive de pulvérisation, c'est-à-dire que tous les produits n'ont pas la même capacité à être emportés par le vent au moment de la pulvérisation. Donc ça, c'est étudié. Et puis, le plus gros des déterminants environnementaux, ça va être la toxicité pour les organismes non cibles. Par exemple, la faune auxiliaire du sol. Enfin, ici, c'est la liste telle qu'elle est présentée dans le rapport de l'ECA de juin 2022. La faune auxiliaire du sol, les pollinisateurs, les oiseaux, les reptiles, les arthropodes, les amphibiens, les organismes aquatiques, les plantes et les algues. Alors, je ne vais pas pouvoir tout passer en revue, il me faudrait 4 heures. Je vais être obligé de faire une forme de cherry picking. Je vais en prendre un. Je vais vous présenter la méthodologie qui est utilisée et je vais vous dire, pour les autres, reportez-vous à l'avis de l'ECA si vous voulez en savoir plus ou les avis des autres agences en attendant l'avis de l'EFSA pour juin 2023. Ensuite, je vous parlerai des contrôles sur le terrain car effectivement, il ne suffit pas d'évaluer un potentiel, il faut encore vérifier si ce qui se passe sur le terrain en vie réelle. Donc, les agences évaluent les concentrations de glyphosate et d'AMPA, l'acide aminométhylphosphonique, qui est le principal métabolite du glyphosate, dans les sols des champs traités, donc sur place, dans les eaux de surface et dans les eaux profondes. L'ECA, dans son avis du 30 mai 2022, présente la principale voie de dégradation du glyphosate dans l'environnement. Il explique que le glyphosate se décompose principalement sous l'action de micro-organismes du sol qui vont en fait se nourrir du glyphosate et le dégrader. Donc le glyphosate se décompose tout d'abord en AMPA, acide aminométhylphosphonique, qui ensuite, toujours sous l'action des micro-organismes du sol, va être décomposé en HPMA, qui est un acide hydroxyméthylphosphonique. Et ce HPMA va ensuite être décomposé davantage avec d'un côté un déchet, c'est les excréments en quelque sorte de l'organisme qui génère du CO2, et le reste qui va être intégré à l'organisme vivant comme constituant de lui-même, parce que quand vous mangez, ce que vous mangez une partie de ce que vous mangez va s'intégrer à votre propre corps, créer votre propre corps. Voilà. Donc ça, c'est la principale voie de dégradation et elle va servir à faire d'autres évaluations environnementales derrière. Alors, je vous ai dit que je ne pourrais pas vous présenter l'ensemble des impacts sur les organismes non cibles. Donc, j'ai choisi, pas tout à fait par hasard, de vous parler de la faune auxiliaire du sol. On va me reprocher de ne pas avoir parlé des pollinisateurs ou je ne sais pas, des organismes aquatiques. Ok. Allez regarder le rapport de l'ECA, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai choisi cela parce que ça fait un lien avec ma première partie sur le désherbage mécanique. Les organismes, la faune auxiliaire du sol, c'est les premières victimes du désherbage mécanique, à savoir les vers de terre. Et ces petits organismes-là, qui sont étudiés dans le rapport de l'ECA,
Et donc je voulais voir si le glyphosate c'était pire ou pareil ou je ne sais pas par rapport à cette faune auxiliaire du sol. Donc vous avez trois types de vers de terre qui sont étudiés, le lombric commun, le ver rouge de Californie et le ver du fumier. Et vous avez deux autres animaux qui vivent dans la terre et qui sont très intéressants. En fait, ce sont des warriors, en quelque sorte, des prédateurs. Ce sont des petites bestioles qui s'attaquent et qui mangent d'autres petites bestioles qui, elles, s'attaquent aux cultures. Donc, c'est pour ça qu'on dit des auxiliaires. Ils aident, ils sont les amis de l'agriculteur, un peu comme les coccinelles mangent les pucerons. Sauf que ceux-là, ils vivent dans le sol. Ils n'arrivent pas comment dire, par les airs. Ils vivent dans le sol. Et donc, il est important de les préserver. Donc, il y a la colambole et l'autre qui s'appelle Straciolalaelaps simitus. Je l'ai appris comme vous. D'ailleurs, vous voyez, il a attrapé un puceron, celui-là. Il va lui faire son affaire. Voici donc la page 703 du rapport de l'ECA qui fait le bilan des études sur les vers de terre ici, les trois sortes de vers de terre qu'on a vues. Donc il y a ce tableau. Simplement, je vous explique comment lire ce tableau pour que vous compreniez un peu la méthodologie qui est derrière. C'est surtout ça, je vais vous parler de la méthodologie car ça va être la même pour tous les autres organismes non cibles. On va faire ce type de méthodologie qui est ici faite pour les vers de terre. Donc, on a les différents produits, glyphosate, l'AMPA, le principal produit de déclaration, et Mon 52 276, c'est une formulation herbicide de référence. Vous avez cette première colonne, le NOEC en milligrammes par kilo. Donc, l'explication de lecture pour la deuxième ligne, j'ai pris celle-là, mais vous pouvez prendre les autres. Une concentration de 131,9 mg d'AMPA par kilo de sol est jugée par les cas sans effet à long terme sur les vers de terre. Et ça, c'est basé sur une panoplie d'essais réglementaires. Donc 131,9, ça va à long terme, c'est en permanence. Les vers de terre vont bien. Ensuite, la partie en orange, à long terme, la concentration maximale estimée d'AMPA dans un sol traité au glyphosate chaque année à la dose maximale considérée sera de 6,845 mg par kilo de sol. Donc ça, c'est basé sur le potentiel de dégradation, la vitesse de dégradation, sur la vitesse de migration aussi dans les compartiments environnementaux. Donc on estime avec des modèles assez compliqués, enfin je veux dire, il y a des calculs que je ne comprends pas, hein, il y a des modèles assez compliqués pour estimer la concentration à long terme après avoir de manière répétée utilisé le glyphosate sur la parcelle, savoir combien il y aura d'AMPA finalement au maximum en fait, on maximise pour avoir un seuil maximum dans la parcelle dans chaque kilo de sol. Donc c'est 6,845. Et donc finalement, ensuite ils font un ratio, c'est le truc en vert. La concentration maximale estimée d'AMPA dans un sol traité chaque année à la dose maximale considérée devrait rester 19,3 fois trop faible pour avoir un effet sur les vers de terre. C'est la conclusion. Alors, qu'est-ce que la dose maximale considérée? En fait, ils prennent la dose maximale autorisée de glyphosate sur les parcelles et ils multiplient par un facteur. Alors, je ne sais plus quel est le facteur, je vous avoue. Je ne l'ai pas écrit, donc voilà. Rapport de l'écart. Donc voilà, vous voyez la méthodologie. Alors, c'est un peu théorique, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne pareil euh, dans les autres rapports des autres agences de sécurité sanitaire. Alors, du coup, quelle est la conclusion de l'ECA? Je vais vous la lire telle qu'elle est dans le rapport sur ces vers de terre. Un risque acceptable pour les vers de terre peut être attendu des utilisations proposées du Monsanto 52-276 sur les grandes cultures, les vergers, les vignobles, les voies ferrées et les zones agricoles et non agricoles
pour le contrôle des espèces envahissantes. Voilà. Euh, et par ailleurs, l'ECA s'intéresse aux observations qui ont été faites, les observations de concentration, pour vérifier si les modèles théoriques maximisent effectivement les concentrations retrouvées dans l'environnement. Et l'ECA sur ce sujet, pour le glyphosate et l'AMPA, explique, je cite, toutes les concentrations dans le sol rapportées sont bien inférieures au RAC de 94,6 pour le glyphosate et 26,4 pour l'AMPA. Alors le RAC, c'est la concentration jugée réglementairement acceptable. Donc une valeur du RAC, ça correspond à la concentration sans effet observé divisée par un facteur de sécurité de 5. C'est toujours un peu la même chose, mais vous retrouvez les mêmes concepts. On estime une dose sans effet et avec des études réglementaires, et ensuite on divise par un facteur de sécurité qui ici est 5 pour les vers de terre, pour l'AMPA et pour le glyphosate. Alors, comme je ne voulais pas multiplier les explications pour tous les autres organismes non cibles, j'ai pris quelques petites fiches qui sont éditées par les autorités sanitaires du Québec sur la base des agences de sécurité sanitaire. Et donc, ils estiment que pour les poissons ou daphnies, il y a un risque modéré. Donc, c'est là que le risque est le plus important. D'ailleurs, ça rejoint l'avis de l'ECA sur les organismes aquatiques. En revanche, pour les oiseaux, ils disent que le risque est faible. Et pour les abeilles, faible aussi. Bon, cette fiche-là, elle concerne la persistance, c'est-à-dire la dégradation dans l'environnement, et le potentiel de lessivage, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le produit migre dans l'environnement. La persistance est jugée faible, mais si vous regardez la description, vous vous rendez compte que c'est pas si évident puisque c'est faiblement persistante à persistante. Donc c'est un peu plus que faiblement persistante. Donc ils estiment euh, pour le glyphosate que ça peut aller jusqu'à 1699 jours, ce qui est relativement long en conditions anaérobies. Il faut savoir que le glyphosate étant dégradé par des microbes, les microbes sont fortement influencés par la température et par l'humidité. Vous savez que dans votre réfrigérateur ou encore pire dans votre congélateur, il n'y a plus de dégradation parce que les microbes n'ont plus d'activité. C'est fait pour. Donc c'est pareil dans l'environnement. Dans certaines conditions, le produit ne va pas se dégrader parce que les microbes n'ont pas d'activité. Après, il y a l'AMPA. Ensuite, le potentiel de lessivage, là, c'est plus clair. Il est de légèrement mobile à immobile. Donc, le produit a peu tendance à se déplacer. Il se déplace toujours, il y a toujours, mais par rapport à d'autres, il a plutôt tendance, il est plutôt assez immobile dans l'environnement. L'ANSES a publié en 2019 un bilan de 10 ans de surveillance des eaux de surface, c'est-à-dire les lacs et les rivières, et qui est présenté dans ce tableau. Alors déjà, en dessous du tableau, on voit que la norme de qualité des eaux de surface, qui est une norme basée sur la toxicité pour les organismes aquatiques, c'est 28 microgrammes par litre. Donc c'est une toxicité chronique pour les organismes aquatiques. Donc en dessous de 28 microgrammes par litre, on considère qu'à long terme, il n'y a pas de risque pour les organismes aquatiques. Ce qu'on voit, c'est que la dernière colonne, c'est la moyenne annuelle maximum, c'est-à-dire c'est le point de contrôle qui a eu le plus de glyphosate détecté en moyenne annuelle. Et on voit que il y a un point de contrôle qui a atteint 70. Donc, dans ce point de contrôle, les eaux de surface étaient donc dangereuses pour les organismes aquatiques à long terme. Sur les autres points de contrôle, bon là c'était en 2014, c'est le seul dépassement qu'il y a eu. Pour les autres points de contrôle, le maximum atteint 11. Donc c'est grosso modo la moitié de la norme maximale admise pour que les organismes aquatiques se portent bien. Donc autrement dit,
on a du glyphosate dans les eaux de surface, on en trouve. Et en 2014, il y a eu un dépassement de la norme sur un point de contrôle. Voilà. Bon, ici, c'est pareil, c'est les eaux de surface, les lacs et les rivières, mais cette fois, c'est l'AMPA, et c'est toujours l'étude de l'ANSES de 2019. Alors, pour l'AMPA, on a une norme de qualité qui est plus élevée, qui est à 452 microgrammes par litre, basée toujours pareil sur la toxicité chronique pour les organismes aquatiques, qui est mesurée par des études réglementaires. Et on est donc du coup très en dessous de la norme de qualité des eaux de surface et on n'a aucun dépassement sur les 10 ans de surveillance. Ici, c'est l'ANSES qui nous présente la surveillance des eaux souterraines, cette fois, c'est-à-dire des nappes phréatiques profondes. Alors, il faut comprendre que les nappes phréatiques profondes sont susceptibles d'être utilisées comme eau de boisson, donc on va leur appliquer la norme de qualité des eaux de boisson, qui n'est pas une norme sanitaire, mais une norme de pureté. Et ce qu'on voit, c'est que, alors la dernière colonne, c'est la moyenne annuelle du point de contrôle qui a eu le moins bon résultat, c'est-à-dire la plus forte concentration cette année-là. Donc on voit qu'il y a certains cas où ça dépasse 0,1 microgramme par litre. Par exemple, en 2016, ici, on a le point de contrôle qui a, sur l'ensemble des points de contrôle, qui a eu le plus de glyphosate détecté dans les eaux profondes. Donc c'est 0,28, donc ça dépasse. Certaines fois, ça ne dépasse pas. Et puis si on regarde la colonne juste avant, on se rend compte que en gros, chaque année, on a environ 1% des points de contrôle qui dépassent la norme de qualité des eaux de boisson. Donc on retrouve du glyphosate dans les eaux souterraines et ça flirte avec, c'est pas tout à fait, mais c'est quand même pas très loin du niveau maximum autorisé de 0,1 microgramme par litre. Même constat pour l'AMPA, le principal produit de dégradation du glyphosate. On a aussi 1% environ des points d'observation qui dépassent la norme de qualité des eaux de boisson. J'arrive enfin à ma conclusion. Je vous la lis. L'usage du glyphosate permet de limiter le travail du sol, ce qui est jugé positif pour la qualité des sols. Il a aussi une valeur économique non négligeable pour la production agricole, donc pour l'alimentation des populations. Les agences publiques d'évaluation des risques jugent que l'usage du glyphosate ne présente pas de risque préoccupant pour la santé et l'environnement. Du moins pour le moment, il faudra voir les avis futurs, mais pour le moment, c'est le cas. Néanmoins, des traces de glyphosate et de ses métabolites sont retrouvées dans les sols agricoles, les eaux de surface, les eaux souterraines, certains aliments et même dans nos corps. Les agences jugent que ces traces ne présentent pas de risques sanitaires ou environnementaux préoccupants. Pour le moment, c'est toujours pareil. Certains affirment que les agences se trompent, qu'elles ne prennent pas en compte les bonnes données, qu'elles sont en retard sur l'état des connaissances scientifiques, etc. Certains disent qu'elles nous trompent. Par exemple, un responsable d'une ONG environnementale a déclaré texto: l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire, fait partie du lobby des pesticides. Fin de citation, pas de commentaire. D'autres invoquent le principe de précaution, arguant qu'on ne sait pas tout et que les avis des agences ne sont jamais définitifs ni exempts de simplifications questionnables. Tout cela est vrai. Les facteurs de sécurité, le design de certaines études réglementaires, etc. Tout ça est de toute façon questionnable et d'ailleurs évolue chaque année. Il y a des nouvelles contraintes ou des nouvelles dispositions, des nouvelles études qui sont exigées réglementairement chaque année. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, la décision finale d'autorisation ou d'interdiction revient aux décideurs politiques qui sont libres de prendre en compte les avis des agences officielles d'évaluation des risques ou de prendre en compte d'autres avis s'ils le souhaitent. Ils ne sont pas du tout obligés de suivre les avis des agences officielles qui sont financées par la collectivité
pour faire toutes ces études. Ils peuvent par exemple se baser sur des comités créés dans leur parti politique pour évaluer les risques sanitaires environnementaux ou sur un conseiller pour ces sujets-là. C'est vraiment les politiques font comme ils veulent pour justifier leur vote. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, de vous remercier de votre attention. J'espère aussi que cette présentation vous aura permis de répondre à la question posée par cette dame, enfin du moins à l'interpellation posée par cette dame au tout début, qui dit que je ne dis que des sottises, du moins qu'elle n'a entendu que des sottises, que ce que je dis est criminel et que c'est un discours dangereux. Donc, est-ce que vous jugez que mon discours est un discours dangereux et ai-je le droit de l'exprimer dans notre démocratie ou bien est-ce que j'outrepasse mon droit de citoyen à m'exprimer ainsi? Voilà, je vais terminer avec quelques vidéos que je vous passe sans commentaire, juste pour, on va dire, pour détendre l'atmosphère. Et je vous dis à bientôt et merci. En revanche, je vais un peu plus vous inquiéter, c'est que Vadim, votre fils, en a 0,90, donc c'est-à-dire beaucoup plus que vous. Ouais. J'ai juste une question. Est-ce qu'on connaît la limite acceptable? Parce que alors, on a des chiffres. On est incapable de fixer un seuil, un taux, une limite, au-delà duquel on dit bah, c'est dangereux pour vous, pour moi. Oui, pour comme vous, dans toutes les analyses vous. sanguines Voilà. qu'on fait. Il y a toujours une norme acceptable. Et... Pour l'instant, on n'en a pas. Ouais. Comment vous réagissez par rapport à ça? Parce que, vous avez joué. Moi, je vous dire, je vous regarde les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Nous avons publié la plus grosse quantité de recherches scientifiques qui nous permet de savoir que le Roundup est de manière chronique et à très faible dose un produit mortel. Et on a même très faible dose. À 0,1 microgramme par litre, c'est-à-dire à la dose autorisée dans l'eau du robinet. Et que les gens arrêtent de s'empoisonner avec des pesticides, qui sont tous cancérigènes, on le sait. Ah bon, non. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Avoir des dents en bois ou une jambe en mousse? Ah, tu vois que c'est pas toujours facile.